Bonjour et bienvenue dans Rubis sur Canapé, le podcast dédié à la joaillerie. Bonjour Anne. Bonjour Claire. Bienvenue dans Rubis sur Canapé, c'est très gentil d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. Donc vous appelez Anne Pellerin, vous êtes experte gémologue, commissaire-priseur et vous travaillez à votre compte au sein du cabinet d'expertise Diamantique. Exactement. Est-ce que du coup vous pouvez nous raconter un peu votre parcours, comment vous en êtes arrivé là aujourd'hui? Oui, exactement. Alors moi j'ai commencé par l'école du Louvre. Donc, j'ai étudié à Paris à l'école du Louvre. J'ai poursuivi avec du droit à Assas pour me destiner à être commissaire-priseur. Donc j'ai passé l'examen d'accès, j'ai effectué mes stages à Paris et en banlieue parisienne dans les différentes études de commissaire-priseur et j'ai été diplômée commissaire-priseur en juin 2000, ça date, 2007, voilà. Mais c'est rigolo, vous avez d'abord fait l'école du Louvre Oui. avant de faire du droit, puisque souvent c'est un peu Souvent c'est l'inverse. l'inverse, c'est tout à fait vrai, souvent c'est l'inverse. Moi j'ai d'abord fait l'école du Louvre sans être vraiment certaine de devenir commissaire-priseur. À la fois devenir conservateur après des concours nationaux, guide conférencier ou bien art advisor, où il y a tout un tas de métiers autour du patrimoine aussi, la conservation du patrimoine de façon beaucoup plus générale. Et en fait, moi j'ai fait différents stages, et notamment un stage chez Christie's, donc il y a un certain nombre d'années, où j'étais aux arts asiatiques. Voilà. Et c'est ce qui vous a donné envie C'est ce du qui coup. m'a plus ou moins donné envie de percer dans le domaine des ventes aux enchères. Et c'est long alors les études de droit pour être commissaire-priseur ou... Alors c'est accessible à partir d'un double diplôme, licence, on peut avoir normalement l'équivalent. Alors maintenant ça a changé avec la nomenclature des études supérieures, mais c'est l'équivalent d'une licence troisième année. Et licence deuxième année, je crois qu'on peut avoir dans l'une des deux matières, histoire de l'art et droit, ou vice-versa, ou les deux. Mais la plupart du temps, les personnes qui se présentent ont un master. Voilà. Vous pouvez aussi accéder par la voie interne, par la voie des clercs, après, je crois, 10 ans d'expérience. Exactement. Donc il faut être motivé. Il faut être motivé, exactement. C'est un métier Mais c'est bien passion, de savoir que c'est possible, qu'il y a une autre voie que la, Absolument. que la voie classique. Et à propos donc des ventes aux enchères, comment ça se déroule et quelles sont les différentes étapes? Alors, parce que ma casquette est triple en fait. Donc j'ai effectivement la casquette expert pour les ventes aux enchères. Dans le cadre des ventes aux enchères, je suis contactée par les correspondants commissaires-priseurs. Donc soit dans le cadre d'un inventaire successoral, d'un partage, ou bien parce que les objets ont été déposés de façon volontaire par les clients chez le commissaire-priseur pour procéder à la vente. Donc dans ce cas-là, j'interviens comme expert en fichant, en établissant une fiche concernant l'objet. Donc la fiche est une fiche descriptive, qui donne une idée, même plus qu'une idée en fait. On vous donne à quoi ressemble l'objet? Absolument, à quoi ressemble l'objet, quelle est sa matière, sa période de production quand on peut la déterminer, son style, et puis toutes les informations pratiques comme les dimensions, le poids, le poids des pierres quand c'est possible de le déterminer, et puis surtout avec une certitude quant à la détermination des caractéristiques, puisque cette fiche engage l'expert quant à la détermination de l'objet. Voilà. D'accord, donc une fois engage sa responsabilité, pardon. Donc une fois que vous avez réalisé cette fiche, après donc on procède à la vente et c'est forcément vous qui faites la vente ou pas du tout? Alors moi j'interviens comme expert, je réalise la fiche, je donne un prix, une estimation, ce qu'on appelle en vente aux enchères, et ensuite le commissaire-priseur organise la vente aux enchères. C'est le commissaire-priseur qui reste l'organisateur de la vente aux enchères et je ne suis là que pour assister et donner concrètement mon savoir quant à l'expertise de l'objet. Oui, donc en fait, vous ne pouvez pas être et experte et commissaire-priseur sur une même vente, en fait. Non. Moi, entre guillemets, je ne tape plus du marteau, puisque c'est l'expression consacrée. Je suis désormais
expert, voilà. D'accord, parce que celui qui tape le marteau, donc il a que la casquette commissaire-priseur Oui, et au final il adjuge et absolument. c'est que ça son rôle ou il a un autre Non, rôle? non, le rôle du commissaire-priseur est beaucoup plus large en fait. Quand vous voyez les ventes aux enchères, c'est un neuvième, c'est comme l'iceberg, c'est un neuvième du reste du métier de commissaire-priseur. La vente aux enchères, c'est quelque part la consécration de tout ce qui s'est passé en amont, autour d'un même dossier ou d'un même objet. D'accord, et ce qui s'est passé en amont, c'est récupérer tous les objets, les valoriser, Absolument. organiser. La Tout là. photographie, la réalisation du catalogue, la tenue même de l'exposition avant la vente en elle-même. Après, vous avez la délivrance des lots, la comptabilité, le règlement, et voilà. Oui, donc effectivement, c'est une toute C'est une petite petite partie. partie, mais qui est la partie la plus connue et la plus visible. Et est-ce que c'est difficile d'entrer dans ce milieu? Il y a un peu des codes à respecter, on peut s'y faire une place facilement C'est comme dans énormément de milieux. Oui, il y a certainement des codes à respecter. Après un certain nombre d'années, je ne suis peut-être pas forcément capable d'avoir l'objectivité de vous dire quels sont ces codes. Mais J'imagine. oui, oui, mais c'est comme tout milieu. Je pense que si vous accédez à la profession d'avocat, si vous accédez avec une petite spécialité pratiquée par très peu de personnes, oui, c'est relativement exigu. Moi, Bah, je ne suis pas du tout d'un milieu où il y a des experts. Il bon, y en tout avait un cas, commissaire-priseur, mais à 2 générations dessus, beaucoup de médecins, mais pas d'experts. bon, du coup, c'est encourageant à ce niveau-là, alors. Mhm. Sur les ventes de bijoux en elles-mêmes, c'est quoi la spécificité du marché? Il y a beaucoup d'offres ou au contraire très peu? Vous avez plusieurs types de vente de bijoux. Après, il est évident que les très beaux objets signés, anciens, art déco, comme ceux que l'on a pu voir la semaine dernière sur les différentes ventes à Drouot, sont peu fréquents, sont rares, et c'est ce qui en fait leur prix aussi, et leur intérêt, parce que ce sont des objets qui sont intéressants, vous pouvez les retracer dans les archives, ça c'est tout le métier de l'expertise qui est vraiment palpitant, c'est comme une enquête que vous remontez, à savoir vous retrouvez un objet à un moment donné, un objet ou un bijou, hein, à un moment donné dans une famille, lors d'une succession, cet objet peut sortir et le rôle de l'expert est celui d'en remonter, d'en faire la généalogie. Voilà, et de parvenir, par exemple pour les bijoux, à une date de création, un cahier de commande, un numéro, etc. Et ça provient toujours de chez des particuliers, les pièces, ou parfois elles arrivent. Vous avez aussi des choses qui tombent entre les mains de professionnels, que ce soit des professionnels des métaux. Vous pouvez avoir aussi des professionnels joailliers à qui on a apporté une pièce particulièrement intéressante sans que la personne qui l'a apportée en ait vraiment conscience, en demandant par exemple une transformation, de récupérer une pierre. C'est là où finalement on peut avoir une certaine chaîne entre tous les intervenants du domaine. Mm. Et peut-être parfois aussi des professionnels qui sont allés chiner et qui ont récupéré Oui, des beaucoup. choses. Oui, oui, tout à fait vrai. Ça donne encore plein d'espoir dans la chasse au trésor, c'est vrai. Et est-ce qu'on peut y faire des bonnes affaires dans ces ventes aux enchères Ça de dépend ce bijoux? que vous appelez bonnes affaires, parce que est-ce que c'est d'un point de vue financier, est-ce que c'est d'un point de vue goût? Par exemple, vous pouvez très bien repérer quelque chose que tout le monde que peu de personnes aiment, apprécient, parce que c'est pas la mode, Donc du et coup, de ce fait faire une bonne affaire en comparaison avec les styles en vogue. Et puis après, vous pouvez aussi repérer un objet qui pour vous ne vous paraîtra pas cher par rapport à ce que vous connaissez en prix boutique et, et sur lequel vous aurez un coup de cœur. si on recherche, je sais pas, une bague très simple avec un petit Mhm. diamant et qu'on n'a pas forcément beaucoup de budget, est-ce que c'est peut-être plus intelligent d'aller aux ventes aux enchères ou dans ce cas-là d'aller dans une boutique lambda? Oui, En termes de prix, ça change oui. quelque chose Oui, ou... ça change d'un point de vue prix sur un objet d'une petite dimension avec très peu d'aléas, un objet assez standardisé. Voilà. À partir du moment où vous êtes sur le marché de l'occasion, effectivement, vous avez
Donc ça peut une valoir le diminution, coup voilà, que d'acheter exactement. quelque Ouais. chose de neuf. Est-ce que il y a une particularité de la vente d'un bijou de seconde main? Enfin, en quoi le processus d'achat est vraiment différent d'un achat classique en bijouterie? Ce sont que des objets uniques, donc vous ne reverrez pas cet objet-là a priori sur quelqu'un d'autre. Ou alors c'est que l'objet a été produit en quelques séries, mais c'est assez peu fréquent. Donc déjà, ça change la donne. Et puis, vous pouvez avoir accès à beaucoup plus de styles et beaucoup plus de formes différentes. Vous avez accès à plein de formes, de matières, d'époques de réalisation différentes. Et même des choses relativement récentes au final ou Oui, ça pas peut trop? arriver d'avoir des choses récentes. Oui, oui, oui. Au niveau de l'expertise d'un bijou, qu'est-ce que c'est les différentes étapes? Alors ça, je pense que c'est assez personnel dans la mesure où ça dépend vraiment de l'expert, puisqu'on fonctionne tous de façon très différente, on a tous un mindset différent. Ouais, vous n'avez pas un cahier des charges à respecter, C'est une profession libérale, donc je pense que chacun peut procéder d'une façon, enfin une personne peut procéder d'une façon et une autre tout à fait radicalement différemment. Après, me concernant, moi j'aime bien envisager un objet dans son ensemble en premier lieu et après me pencher sur les détails. Vue générale pour vraiment pouvoir s'immerger ensuite dans l'objet et regarder les sertis, regarder la qualité des la pierres. qualité des pierres, bien sûr, s'il y a des pierres, le mode de fabrication, la nature de l'alliage aussi, tout un tas. En fait, c'est comme un faisceau d'indices que vous mettez ensemble avec une priorisation. Quand Des petits l'expertise est bien coefficients par menée, exemple? absolument, oui. Des petits coefficients, et puis pour des choses un peu plus spécifiques où il y a des attributions à mettre en avant ou à rechercher, parce qu'il y a aussi une grande part d'instinctif, c'est-à-dire comme tous les autres domaines du marché de l'art, quand vous découvrez des objets, parce que c'est vraiment de la découverte, il y a parfois quelque chose en vous, soit qui vous fait penser directement à quelque chose que vous avez déjà vu par le passé, soit qui vous fait dire là, il y a une petite recherche à faire, il va falloir se pencher un peu plus longuement sur la question parce que c'est intéressant. Ça peut être un agencement de bague, par exemple. Vous retournez la bague et vous voyez qu'à l'intérieur, c'est particulièrement bien fait, que vous avez pour les pierres principales comme un élément ajouté en plus pour délimiter les pierres. Enfin, des petits indices de belles factures. Voilà, qui sont particuliers aussi certainement hein, aux réalisations françaises du début du XXe siècle, des grandes maisons. Généralement, si vous avez cette particularité, enfin ce dont je parlais, c'est que vous pouvez mettre une attribution à soit un grand créateur, soit une grande maison. Voilà. Donc effectivement, ça change tout. Donc, ça changera tout. Et quelles sont les difficultés pour expertiser un bijou? Ce qui va devenir très problématique, c'est les diamants synthétiques. Voilà, ça c'est vraiment la problématique du moment et sur laquelle je pense on ne se penche peut-être pas assez. Donc c'est vraiment l'inconnu, je ne peux pas vous en dire plus, je n'en sais pas plus. D'accord. Mais c'est ce qui pose problème à l'heure actuelle. Non, c'est pas à l'heure actuelle, c'est ce qui pose, je pense que c'est ce qui posera problème. À l'heure actuelle, vous avez toute la question de faux et d'authentique sur des grandes marques qui est un problème récurrent. Mais je pense que dans les années à venir, le problème énorme va être celui des diamants synthétiques, oui. D'accord, oui, parce que maintenant c'est plus, est-ce que c'est de la contrefaçon ou est-ce que c'est vraiment signé? Sur les objets signés, oui, par Oui. exemple, un bracelet Love de chez Cartier, voilà. Ce qui vient bien de chez Cartier, quoi. Voilà, est-ce que c'est vraiment un bracelet Love de chez Cartier? Vous avez parfois des copies qui sont excessivement bien réalisées avec des numéros de série qui correspondent tout à fait aux bonnes années de production. Ah oui, effectivement. Ça, c'est le cas actuel. Après, il faut se pencher un peu sur la question, il faut regarder l'objet en question sous toutes les coutures, quitte à le soumettre aux maisons. Et en revanche, sur les pierres, c'est un autre débat. Voilà. Et est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre journée type, s'il y en a? Il Peut-être n'y a elles pas sont toutes vraiment de journée différentes. type. Ah, Toutes les journées sont très différentes, c'est vrai. Au résumé, ce qui revient quotidiennement et ce qui rend le métier très intéressant, c'est la découverte de temps en temps d'objets qui questionnent, de matières, de couleurs, parce
qu'avec les pierres, vous avez une infinité de matières et de couleurs, ce qui rend le domaine de la gémologie vraiment passionnant. C'est justement toutes ces possibilités d'inclusion différentes, de couleurs différentes, de textures. C'est vraiment, moi, c'est ce qui m'a attirée dans la gémologie, c'est voilà, c'est La tout le diversité. symbolisme et qui se rejoint à la fois dans les couleurs, dans les textures, dans les matières, qui est vraiment proche des correspondances de Baudelaire, quoi. C'est vraiment des choses qui se répondent. Donc après la journée type, pour revenir à votre question, je suis assez souvent en déplacement. À l'étranger ou pas trop? Ça arrive à l'étranger, à Paris, en province. Donc la découverte de nouveaux objets, la découverte de techniques quand vous avez des recherches à faire, ça c'est très intéressant. Le partage que l'on peut avoir aussi avec des artisans joailliers qui nous expliquent leur savoir-faire, ça c'est passionnant parce que ce sont des choses que moi je n'ai pas apprises, sachant que je n'ai pas le savoir-faire dans le joaillier évidemment. Donc c'est toute une découverte aussi et un autre point de vue qui complète très bien l'expertise purement historique et, puisque c'est autour de l'objet. Après, ce qui revient aussi, c'est ce qui est passionnant justement, c'est la rencontre de tas de personnes très très différentes, en âge, avec une expérience, avec des passions différentes. Donc ça enrichit beaucoup le quotidien. J'imagine. Et qu'est-ce qu'il faut alors comme qualité pour faire votre métier? Peut-être de la réflexion, de l'humilité, de la rapidité, parce qu'il faut quand même réagir assez vite, une bonne mémoire, De la rapidité dans mémoire le sens visuelle. pour savoir, ah ça, cette pièce, il faut que je la récupère. Et c'est comme toute profession, je pense, et particulièrement les professions libérales. Quand vous êtes entrepreneur, vous devez prendre des décisions rapidement. Donc il ne faut pas tergiverser trop longtemps parce que ce soit au niveau commercial, clientèle, Sinon, au vous niveau perdez relationnel. l'occasion. Voilà. Et puis, oui, je pense pas mal d'humilité quand même pour être capable d'apprendre tous les jours. Oui, de se remettre en De se remettre en question. question, d'avoir une bonne base et puis ensuite de l'enrichir avec des réflexions quotidiennes. Très bien. Et alors, quel conseil vous pourriez donner à ceux qui aimeraient avoir une carrière comme la vôtre? De voyager, de lire beaucoup, de regarder beaucoup, parce que je pense que le regard est quelque chose qui se forge aussi avec les années Oui, et donc de ne pas faire s'exerce. ces choses-là superficiellement, quoi. Non, de rentrer vraiment dans la matière. Pour le coup, c'est exactement ça. C'est de rentrer dans la matière et de regarder les objets. De prendre le temps de bien regarder les objets parce que Donc l'œil vraiment aimer s'exerce. les objets, aimer ça, quoi. Oui, je pense que moi, en fait, par le passé, j'ai jamais été, par exemple, dans ma promotion de commissaire-priseur, il y avait des personnes très érudites en matière de tableaux, en matière picturale. Moi, je connaissais un petit peu, j'ai apprécié, mais ça n'a jamais été ce que je préférais. J'ai toujours été beaucoup plus sur les objets, sur la 3D. Donc j'ai toujours eu ce regard-là. Et je pense que dans le métier de l'expertise, alors quand on devient expert en dessin, en tableau ancien, tableau moderne, contemporain, oui, il faut avoir le regard 2D. En revanche, me concernant pour les bijoux, la 3D est assez avantageuse. Mais c'est comme ça que j'ai toujours appréhendé Oui, les c'est éléments. vraiment un feeling Exactement. C'est très lié. Je pense qu'il faut parvenir à lier le feeling, les sensations et l'appréhension des objets avec un background de connaissances. Est-ce qu'il y a une ou plusieurs pièces qui sont passées entre vos mains et qui vous ont particulièrement marqué par leur beauté ou leur originalité ou autre Alors chose? récemment, j'ai la chance d'avoir eu entre les mains des très jolis diamants qui provenaient d'une collection, la collection Levasseur, et dans laquelle il y avait toute une succession, enfin c'était une suite de 14 toiles peintes par Utrillo. Donc l'ensemble était vraiment, et les pierres étaient magnifiques. Il y avait 2 diamants et une émeraude. L'émeraude avait pas mal d'inclusion, Mais au donc moins, c'est jardin intéressant. assez fourni, mais la couleur était fabuleuse. En fait, ce qui m'a beaucoup plu dans cette émeraude, c'était vraiment sa bonne répartition de la couleur, répartition à l'intérieur de la pierre et répartition en termes de rayons colorés. Et Voilà. elle venait d'où, cette pierre? Colombie.
une belle émeraude de Colombie avec juste des traces de village anciennes. Elle était traitée ou... Non traitée. Non, c'était vraiment une pierre très très belle. Ah oui, c'est Surtout extraordinaire. vraiment dans sa teinte. Elle avait vraiment la teinte Comme on n'en qu'il voit pas fallait. souvent. Voilà, exactement. Ah, c'est chouette. Et vous, quelle est votre période favorite, si vous en avez une? Ah oui, moi j'aime beaucoup le début du XXe siècle, avec tout Pourquoi? le renouveau, enfin l'art nouveau plus précisément. Autant dans les formes, puisque le vocabulaire de l'art nouveau est à la fois végétal, mais avec une stylisation qui tend vers le géométrique, qui tend juste, parce qu'on n'y est pas encore, on n'est pas sur l'art déco. Un savoir-faire joaillier qui est fabuleux, avec des artisans extraordinaires, l'utilisation de matières aussi qui peut varier. Euh, C'est-à-dire de plusieurs... l'émail, par Oui. exemple, voilà, qui apporte de la translucidité. Et puis toujours ces références naturelles, que ce soit sur le monde végétal ou le monde animal. Voilà. Bah super. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre métier, qui vous procure le plus Hmm. de joie? Je pense que c'est la découverte de nouvelles choses, de savoir que ce n'est pas fini, qu'il y a encore des nouvelles choses à découvrir, tant dans les matières, donc avec les pierres, que dans les objets et dans les créations humaines. Parce que quand vous découvrez et quand vous reconnaissez un poinçon et que vous vous dites ah oui, ça pourrait être telle production, et que vous parvenez à monter en fait, tout le sillon de la connaissance et puis même quand il n'y a pas de poinçon, de pouvoir reconnaître et de se dire ça pourrait être telle personne et de remonter dans les archives et de trouver finalement quand la première pensée a été la bonne. Ça, c'est juste parfait. Oui, j'imagine. Et puis aussi de voir peut-être que la créativité est un peu infinie et qu'il y a toujours des choses Exactement. différentes qui arrivent. Et de voir que parfois vous aviez en 1890 des choses qui sont tellement contemporaines que vous vous dites c'est pas possible, on n'a rien inventé et en même temps c'est toujours un petit peu différent. Donc c'est assez beau parce que finalement c'est ce qui est un des aspects les plus intéressants de l'humain. Et en parlant de beauté, quelle est la dernière exposition que vous avez vue et qui vous a plu? Et ben l'exposition Moucha justement, voilà sur l'art nouveau avec une mise en perspective de tous les dessins réalisés à cette époque-là. Donc, c'est une exposition que je recommande, qui n'est pas très Qui se longue, trouve où? qui est au Luxembourg, D'accord. au Palais du Luxembourg, pardon. Bon, bah, super. Et enfin, pour terminer, est-ce que vous auriez une petite anecdote à nous raconter que vous aimeriez partager? Je ne sais pas si c'est une anecdote vraiment, mais c'est justement sur tout ce qui est la possibilité d'allier de la création à mon activité d'expert, avec ce que je souhaite mettre en œuvre beaucoup plus et mettre en avant sur le nouveau site Diamantique qui sortira l'année prochaine. C'est Mhm. tout ce qui est transformation justement de bijoux anciens ou réalisation de bijoux à partir d'objets pleins de charme. Voilà, comme ce que je vous ai montré, une petite pêche de longévité en calcédoine dans laquelle j'aimerais bien faire un bracelet manchette. Voilà, pour moi c'est la possibilité d'apporter tout ce que j'aime et que j'aime renouveler surtout au niveau des formes, des matières et des couleurs et puis de faire quelque chose qui me ressemble après. Bon, bah super. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que vous nous avez raconté. Merci à vous Claire. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Si vous aimez Ruby sur Canapé, n'hésitez pas à aller sur iTunes, lui attribuer des petites étoiles. Cela est essentiel pour le développement du podcast, car ça l'aidera à être mieux référencé, donc plus connu et écouté. Vous pouvez également partager cet épisode sur les différents réseaux sociaux. À très bientôt dans Ruby sur Canapé.